Bonjour à tous. Je m'appelle Marie-Dina. Je suis chargée de projet à l'INM en éducation à la citoyenneté pour le programme d'éducation civique. Bienvenue dans cet épisode du Réverbère. Nous sommes en direct du Palais des Congrès. Il fait un temps magnifique dehors, donc c'est une belle journée. Deux mots sur le programme d'éducation civique en commençant. C'est un programme qui a été développé par l'INM, qui est entièrement financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec. C'est un programme qui a été développé pour sensibiliser les jeunes de 15 à 17 ans à l'importance de la démocratie par le biais de la participation citoyenne. Notre équipe en éducation à la citoyenneté à l'INM, elle est toujours intéressée à approfondir ses connaissances en matière de participation citoyenne jeunesse. Et puis, pour démarrer la nouvelle saison du Réverbère, on s'intéresse à 3 facettes de cet engagement-là. Pour cet épisode que je vais animer, nous allons discuter avec Sarah Fraser. Bonjour, Sarah. Bonjour. Professeure agrégée à l'École de psychoéducation de la Faculté des arts et des sciences à l'Université de Montréal. Sarah, elle est co-titulaire de Myriagone, qui est aussi appelée la chaire McConnell Université de Montréal des connaissances jeunesse. Par le biais de nos questions, Sarah réagira aussi au témoignage de 3 jeunes super engagés qu'on a interviewés puis qui se sont exprimés sur leur implication. Ces 3 jeunes-là, c'était Steven Bilodeau, élève de secondaire 3 à l'École secondaire des Pionniers à Trois-Rivières, Ève Despatie, élève de secondaire 5 à l'École secondaire Robert Gravel à Montréal, et puis Marine Tariq, élève de secondaire 4 à l'École secondaire Cavelier-LaSalle, à Montréal aussi. Et commençons. Bonjour Sarah, ravie que vous ayez accepté notre invitation pour cet épisode du Réverbère. Merci à vous. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, puis pour le bénéfice de nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous présenter Myriagone? Oui, tout à fait. Myriagone, en fait, c'est la chaire, comme vous l'avez dit, McConnell Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse. On a été financé par ce partenariat-là entre McConnell et l'Université de Montréal il y a à peu près 2 ans et demi. Et on est, donc normalement, une chaire, c'est porté par un individu ou un chercheur. Puis dans ce cas-ci, en fait, on est un groupe de chercheuses de l'université de différentes disciplines avec des intérêts pour différents milieux, mais toutes vraiment passionnées par les jeunes, le rôle que les jeunes peuvent avoir dans la société, puis comment on fait pour justement favoriser cette place des jeunes en créant des ponts entre des organismes à but non lucratif, entre des décideurs plus gouvernementaux, par exemple, entre les chercheurs, puis des jeunes de différents horizons. Donc, c'est ça, on travaille de façon interdisciplinaire, puis on essaie d'innover ensemble là, à travers ces partenariats-là. C'est intéressant, cette interdisciplinarité-là, mais dans ce contexte-là, vos propres recherches, elles portent sur quoi? Oui, donc moi, personnellement, je travaille depuis une dizaine d'années avec les Premières Nations et Inuits, donc avec différentes communautés, surtout Nunavik, puis à Ganawagé, puis avec des organismes dont la Fondation Nouveau Sentier, à réfléchir l'autodétermination, puis comment est-ce que les communautés peuvent vraiment être entendues, puis prendre leur place, puis transformer en fait leur système de santé, de services sociaux avec et pour les jeunes et les familles. Donc ça, c'est plus mon ancrage à moi dans Myriagone. Puis Myriagone a plusieurs projets. Donc, on travaille, entre autres, on a des projets COVID avec des jeunes. On a des projets avec la Ville de Montréal, avec des écoles, des milieux de travail, avec des organismes à but non lucratif de différents milieux. Donc, vraiment beaucoup de projets, là, mais qui sont tous connectés par cet intérêt pour la jeunesse. Bien. Bien, justement, passons au vif du sujet. Dans les témoignages qu'on a reçus, Marine, par exemple, elle estime qu'on devrait dédier une place aux jeunes dans notre société parce qu'ils ont la volonté de faire une différence. Ève et Steven sont aussi du même avis. Puis Steven dit même que la place des jeunes est en avant parce qu'ils sont une génération qui porte. Nos 3 jeunes engagés sont conscients, ils sont même confiants que la place des jeunes est importante dans la société puis qu'il faut leur faire une place. Mon intuition, c'est que vous êtes du même avis. Mais selon vous, c'est quoi cette place, justement? Oui. Je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on commence à penser à la jeunesse, c'est le rôle que la jeunesse a pris à travers l'histoire de la société puis, et aujourd'hui. Puis comment est-ce que les structures qui sont mises en place
permettent ou ne permettent pas cette participation des jeunes. Donc, par exemple, l'adolescence, c'est une période c'est une construction sociale de plusieurs façons. L'adolescence, c'est une période qui a émergé, en fait, dans les 100 dernières années, dans le sens que parce qu'on a commencé à rendre obligatoire d'aller à l'école, parce que on a... avec la révolution industrielle, par exemple, a amené une surspécialisation de certains métiers, puis dit aux jeunes, mais vous devez aller à l'école pour pouvoir vous spécialiser pour ces métiers-là. Tout à coup, les jeunes sont plus avec les adultes sur le terrain en train de contribuer de façon concrète dans les communautés, sont assis sur les bancs avec des groupes de jeunes de leur âge, et on s'attend à ce qu'ils soient là en mode un peu apprentissage pour éventuellement contribuer. Puis pourtant, mais c'est pas nécessairement là où c'est pas dans cet espace-là que les jeunes veulent nécessairement être. Est-ce que c'est nécessairement dans 10 ans ou dans 15 ans qu'ils vont être prêts à contribuer? Non, je pense qu'ils savent, puis ils se sentent interpellés, puis ils ont envie de contribuer tout de suite aujourd'hui. Donc, c'est le défi, c'est de dire comment est-ce que, avec la réalité que oui, les jeunes ont à aller à l'école, ont à apprendre des choses, oui, sont en période de développement. Est-ce que ça veut nécessairement se mettre en contradiction avec cette possibilité-là de contribution sociale puis d'être présent à d'autres niveaux puis d'autres espaces que l'école? Donc, à quel niveau, je veux dire, ils peuvent contribuer à toutes sortes de niveaux. Je pense honnêtement, ils pourraient être partout. Ils pourraient être dans toutes nos décisions. Ils pourraient être au gouvernement. Ils pourraient être dans des organismes à but non lucratif. Ils pourraient être dans les milieux scolaires, plus à des espaces de décision. Ils peuvent vraiment avoir une place partout, je pense. Bien, effectivement, dans les témoignages, bien, en fait, pour ces 3 jeunes-là en particulier, mais pour d'autres jeunes qu'on fréquente à l'INM, on sent que c'est ceux qui s'engagent ont un leadership exemplaire. Donc, tu sais, par exemple, Steven n'a pas hésité à prendre son téléphone, à offrir du soutien aux personnes de sa région. Il a créé Solid Aînés. Ils ont débuté leur engagement très tôt. On sent vraiment un appétit pour ça. Ève, elle faisait partie du conseil d'élèves de son école primaire, puis elle continue de s'impliquer activement à travers plusieurs activités et projets. Donc, est-ce que vous pensez que leur exemple est représentatif de la situation? Est-ce que c'est facile? Bien, on a commencé à aborder le sujet, mais est-ce que c'est facile pour un ou une jeune de débuter son implication puis de trouver des occasions d'engagement? Oui. Bien, je pense en effet qu'il y a une grande diversité d'engagement puis de participation. Puis il y a des jeunes qui ont cet élan-là vraiment très, très fort, mais qui sont aussi soutenus par exemple, leurs parents ou des professeurs, ou ça peut être des mentors plus informels dans leur environnement. Donc, je veux dire, il y a des jeunes comme ça qui ont un grand leadership puis qui vont se retrouver sur des comités, des associations, qui vont faire du bénévolat de façon massive ou qui vont regrouper plein de jeunes puis aller faire des marches dans les rues. Donc, il y a des jeunes comme ça qui, je pense, généralement ont un cercle de soutien quelconque où ils ont des mentors qui les encouragent ou qui ils ont envie d'être comme eux. Donc, ça existe définitivement. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, je pense, qui sont peut-être... qui ont d'autres réalités, qui ont peut-être soit moins de soutien ou qui ont d'autres préoccupations qui les habitent, qui sont vraiment... prenantes. Je pense à des jeunes qui vivent des conditions socio-économiques défavorables. Si tu as la difficulté à juste être dans un environnement qui est sécuritaire, puis à bien t'alimenter, à savoir que ta famille est en sécurité et alimentaire et économique, mais aussi psychologique. Si tu vis de l'intimidation, si tu vis de la violence, il y a tellement de situations. Si tu vis de la discrimination, puis tu es marginalisé socialement, tous ces contextes-là font en sorte que tu n'as pas nécessairement l'énergie psychologique, tu n'as pas nécessairement tout le soutien pour pouvoir prendre ta place comme tu le souhaites. Donc, je pense que c'est pas représentatif de toutes les possibilités de participation. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pourraient participer et qui participent, mais qui ne sont pas nécessairement vus dans leur participation. D'accord. Donc, si je comprends... Les leviers qui sont, par exemple, au sein des écoles ou dans les organismes jeunesse, ça sont vraiment essentiels pour activer, finalement, cette envie-là des jeunes de s'engager. Oui, mais je pense que, par exemple, dans les écoles, on voit des comités de représentants.
Puis ça, ces comités-là sont superbes. C'est vraiment génial. Puis tu as des jeunes qui vont vouloir s'impliquer là-dedans. Puis je pense que c'est essentiel de les avoir. Mais il y a aussi, il faut qu'on repense les structures pour les jeunes qui ne vont pas nécessairement aller s'asseoir à une table d'un comité comme ça. Des jeunes qui, tu sais, possiblement, juste en s'assoyant ensemble pendant leur lunch, réfléchissent entre eux au changement climatique puis à l'impact que ça a sur leur vie. Bien, peut-être qu'ils ne vont pas aller marcher dans la rue, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train d'activement participer puis contribuer. Ils ont un potentiel en s'assoyant ensemble puis jasant de trouver toutes sortes de réflexions puis d'idées innovantes. Mais si ça reste à l'heure du lunch entre eux, bien, c'est pas parce qu'ils n'ont pas participé, c'est parce qu'on n'était pas là pour les entendre puis les soutenir dans ce potentiel-là. Ah, c'est intéressant, ça. Ça nous amène à la valorisation, en fait. Là, on parle, par exemple, des jeunes dans leur propre environnement entre eux, mais bien, j'ai envie de vous demander, tu sais, par exemple, si on le prend un peu dans un écosystème élargi. Bien, Steven, par exemple, il s'est fait refuser l'accès, son aide au centre d'action bénévole. Ève, elle a rencontré aussi des difficultés à mettre de l'avant des idées de son conseil étudiant. Donc, bien, en dehors de leur cercle de jeunes, est-ce que vous pensez que leur participation citoyenne, elle est valorisée dans la société? Honnêtement, les jeunes le disent énormément, puis ils sentent que non. T'sais, puis je pense qu'on l'entend beaucoup. On entend beaucoup de négativité par rapport à la jeunesse aussi. Il y a comme le stéréotype du jeune qui est devant son téléphone puis qui passe trop de temps à jouer aux jeux vidéo. Puis il y a beaucoup de ces stéréotypes-là qui sont partagés. Puis même quand on voit les jeunes se mobiliser de façon assez massive et assez importante, souvent, il peut avoir un regard social assez négatif, dire oui, mais ils sont jeunes, ils savent pas, ils comprennent pas la réalité, ils comprennent pas les structures. Donc, souvent, je pense que socialement, il y a une tendance à minimiser ou à déconstruire qu'est-ce qui est là. Mais je voudrais pas non plus enlever... Il y a plein d'organismes superbes, il y a plein d'individus, il y a des professeurs, il y a des parents qui sont là puis qui, oui. Donc, je pense qu'il y en a, ça existe, ces personnes-là qui sont là en soutien puis qui croient. Mais je pense que malheureusement, généralement... s'il y a une tendance un peu négative, bien, les jeunes le sentent puis ils le savent. Puis ils en parlent beaucoup, en fait, de ça quand on leur pose la question. Là. Ils ont l'impression de ne pas être entendus. Je comprends. Bien, nommons-le, justement, qu'est-ce qu'on gagnerait en tant que société à valoriser la participation des jeunes? À mon avis, là, je suis en effet vendue. Mais je pense énormément. Il y a beaucoup d'études qui vont démontrer que la participation, lorsque des jeunes sont invités à participer à des endroits, par exemple, à la prise de décision sur des systèmes de santé, l'accès aux soins, comment est-ce qu'on va assurer que les jeunes puissent avoir un certain accès aux soins ou à des services, qui vont plus participer, donc, et qui vont plus les utiliser. Donc, si on a intégré la voix des jeunes dans cette décision-là, ils vont plus utiliser les services qui sont disponibles, ils vont et donc plus être en santé, plus avoir de ressources pour leur bien-être général. Donc, on le sait que généralement, les jeunes qui participent lorsqu'ils ont l'occasion de le faire, ils vont mieux sur le plan relationnel, ils vont mieux sur le plan cognitif, ils arrivent à avoir plus de connexions, fait qu'ils peuvent avoir plus d'emplois. Il y a comme plein d'études qui démontrent les impacts pour le jeune. Mais outre l'impact pour le jeune, je pense qu'il y a du potentiel social énorme. Parce que la jeunesse, lorsqu'on est dans cet espace temporel, on n'a pas les mêmes responsabilités, le même type de responsabilité sociale que, par exemple, des parents à 35, 40, 45 ans qui sont plus focusés sur se rassurer qu'il y a de la nourriture sur la table pour les enfants à 5 heures. Donc, on n'a pas les mêmes espaces mentaux, psychiques, tout. Donc, un jeune est dans une période où il peut explorer, puis imaginer, puis rêver. Je pense qu'on le fait tous d'une certaine façon, mais c'est vraiment particulièrement intense à un certain âge. Puis ce potentiel-là de rêver, ce potentiel-là d'imaginer, puis est vraiment grand pour la société. Puis ça permet de repenser à des possibilités pour, justement, comment on va faire pour lutter contre le changement climatique, comment on va faire pour lutter contre la discrimination. Puis je pense que les jeunes ont des solutions, ont des pistes qu'on pourrait utiliser pour
la transformation sociale. Puis c'est aussi, les jeunes, ils le savent que c'est leur futur. Ils savent que ce qui va se changer aujourd'hui, ça va les impacter, puis ça va impacter leurs enfants. Donc, ils ont à cœur ces transformations-là. Puis généralement, pour l'innovation, c'est ça qu'il faut. You have to care. Il faut que tu veuilles, il faut que tu aies cette passion-là. Oui. Bien, ils le disent clairement, nos trois jeunes. Ils en parlent de cette importance-là. Mais c'est intéressant parce que Steven, eux souhaitent faire une différence clairement dans leur communauté, puis ils sont très motivés. Mais dans l'entrevue, Steven, il nous dit aussi qu'il faut redonner confiance à la jeunesse. Puis ça, c'est intéressant parce que cette perception-là, en fait, bien justement, selon vos recherches puis vos observations, cette perte de confiance-là que nomme Steven, est-ce qu'elle serait liée à la portée de la voix des jeunes dans l'espace public? Je pense que oui. On entend... Je pense qu'il y a des jeunes qui ont une grande confiance, mais je pense qu'il y a énormément de jeunes qui... entre autres parce que, quand on est dans cette période de jeunesse, on est en train de se former notre identité, puis on est en train de s'exposer à toutes sortes de stimuli puis de potentiels d'identification. Puis, donc, on peut ne pas être exactement certain de c'est quoi qui nous intéresse, puis c'est quoi qu'on veut exactement, puis on est qui, puis c'est quoi la société, puis c'est quoi notre espace dans la société. Fait qu'il y a beaucoup de questionnements dans cette période. Puis en plus, si on se fait dire, mais tu n'es pas prêt encore à prendre une place, c'est sûr que c'est encore plus déstabilisant. Puis nous, dans une étude qu'on est en train de faire présentement, c'est une étude qui est participative avec des jeunes, on leur demandait au début, mais ça ressemblerait à quoi pour vous l'engagement social? Puis qu'est-ce que vous auriez envie de faire? Puis à la base, c'était une question, c'est quoi l'engagement? C'est quoi participer? On n'est pas sûr. Puis là, on a changé nos questions. Puis avec les jeunes, ils ont dit, au lieu d'utiliser des mots comme engagement, on va partir de c'est quoi votre intérêt? Puis à partir de cet intérêt-là, parle-moi de qu'est-ce que tu fais autour de cet intérêt-là. Puis là, tout à coup, les jeunes, ils réalisaient, mais oui, je participe, oui, je suis engagée, je suis intéressée par plein de choses, puis j'ai envie de participer à transformer toutes ces choses-là. Puis je pense qu'on a réalisé à travers ce processus-là que les jeunes, on peut les soutenir vers un processus de participation en partant de leurs intérêts profonds. Puis là, je reviens à la question de confiance, parce que je sais que c'était ça initialement la question, mais c'est que si nos attentes par rapport à la participation sont qu'ils soient assis sur des comités une fois par mois, puis qu'eux, ils ne sont pas assis à ces comités-là, bien, leur niveau de confiance ne sera pas super élevé par rapport à leur capacité. Mais si on change notre compréhension de c'est quoi la participation, puis on dit, écoute, la participation, là, c'est quand tu fais ce que tu adores faire, puis que tu es heureux à faire ça, puis on part de ça, puis là, on dit, hey, là, il y a une idée qui vient de sortir, puis on va te soutenir dans cette idée-là, puis que tu continues, toi, à t'engager dans les idées qu'on co-construit ensemble. Leur niveau de confiance devient vraiment beaucoup plus élevé. Ils ont envie d'être là. Puis leur confiance en soi, puis leur confiance en la société, en fait. Donc, c'est ça, ça crée des espaces, ça crée du potentiel de prendre une place. Donc, ça répond en partie à ma dernière question. Je voulais qu'on arrive à, même pas à rêver, là, mais à se projeter vers l'avenir puis de se demander comme adulte, comme société, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, justement, pour qu'ils ressentent cette confiance-là. Oui. Est-ce que tu as des compléments à ajouter? Oui, mais je pense... Moi, c'est une invitation que j'ai envie de faire. Dans mes propres travaux de recherche, je pense que j'ai eu à faire un certain parcours moi-même de repenser à comment moi, je peux soutenir les jeunes à reprendre confiance en soi puis en la société. Puis je réalise que c'est surtout que chaque individu prenne le temps, puis vraiment prenne du temps avec chaque jeune, puis le voit comme... un peu comme les jeunes l'ont dit, là, eux-mêmes ayant des cadeaux, puis ayant des capacités, puis ayant des forces, puis dire, ce jeune-là, il a ses propres dons, il a ses propres connaissances, puis j'ai juste à les découvrir, puis à le soutenir là-dedans. Puis ça prend du temps, ça prend de l'écoute, ça prend beaucoup aussi de confiance en soi, puis en la vie, puis de dire, bien, ce temps-là, il va valoir quelque chose, il vaut la peine.
parce que non seulement je découvre un individu, mais ensemble, on crée du potentiel pour la société. Fait que je pense que c'est pas nécessairement une réponse collective. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse mieux collectivement. Je pense qu'il faut qu'on repense à comment on peut créer des espaces pour les jeunes, pour qu'ils se sentent interpellés puis qu'ils aient envie d'être là à leur rythme, à leur façon. Mais je pense aussi que chaque individu, on est capable de faire mieux. Quand un jeune nous arrive puis nous parle de sa journée, qui nous parle des activités dans lesquelles il est engagé, mais qu'on se dise, c'est pas rien, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose, c'est important, puis il y a plein de possibilités qui peuvent émerger de cette rencontre-là, cet échange-là. Donc, c'est ça. Je pense que c'est juste une façon un peu différente d'être en contact avec les jeunes. Ah, bien, c'est tellement inspirant. Faut vraiment garder ça en tête. Vous avez raison. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir éclairé sur la question de l'engagement des jeunes. C'est déjà fini. J'ai épuisé mes questions, mais je sens qu'on aurait encore beaucoup de choses à discuter. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute du Réverbère. Pour écouter d'autres épisodes aussi passionnants que celui-là, puis sur d'autres thèmes aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Puis le Réverbère est aussi disponible en format balado sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Merci. Au revoir. Merci.